Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis ravi d'être reçu et invité par Jules Briata, qui est le Chief People Officer d'Exotech et aussi de 900 ExoPeople. On va revenir sur ces ExoPeople. Alors rapidement, Exotech a été fondée en 2015. C'est une entreprise qui automatise les préparations de commandes en entrepôt à l'aide de robots capables de se déplacer en 3 dimensions. Mais je vais laisser Jules nous en parler un petit peu plus tout à l'heure. En tout cas, merci Jules pour ton invitation. Merci à toi. Comment tu vas ? Ça va très bien. Ça va ? Ouais. Un peu d'occupation quand on est DRH en ce moment ? Très occupé, oui. Ouais, je veux bien croire. On va revenir sur tout ça. Alors Jules, ta parole est assez rare sur les podcasts. Tu n'en as pas fait, tu en as fait 2, je crois, de podcasts. Ouais, c'est ça. Je pense que tout le monde ne te connaît pas. Tout le monde ne connaît pas Exotech non plus. En effet. Malgré la jeunesse de l'entreprise, 2015, c'est une entreprise encore assez jeune qui a même pas 10 ans. Vous allez fêter vos 10 ans l'année prochaine. C'est vrai, il faut qu'on prépare ça. Voilà. Tiens, un truc en plus de faire dans ta to-do list. Merci de rajouter ça. J'avais oublié ça. Est-ce que tu pourrais, bien sûr, nous présenter Exotech en quelques mots et puis te présenter, expliquer aussi ton histoire, ton parcours, d'où tu viens et comment on fait pour devenir DRH d'Exotech. Ok, allez, on commence par Exotech. Donc effectivement, fondé en 2015 par 2 ingénieurs, Romain Moulin, Renowetz, qui avaient travaillé ensemble dans plusieurs boîtes, notamment General Electric. Et un jour, ils se sont dit, ils ont vu Amazon qui commençait à s'intéresser à la robotique. Ils avaient acheté une startup qui s'appelait Kiva, qui faisait des petits robots qui se déplaçaient en 2 dimensions. Ils avaient acheté cette startup et ils ont tout de suite fait une chose, ils ont fermé leur service commercial et ils se sont dit, on va utiliser leur techno, mais juste pour nous. Et à un moment, nos fondateurs se sont dit, mais si Amazon investit dans une société de robotique pour la logistique, c'est qu'il y a sans doute un marché. Donc ils ont creusé, ils se sont dit, ce qu'Amazon fait, c'est très bien, mais on pense qu'on peut faire mieux. Donc déjà, c'était audacieux. Faut oser, ouais. Faut oser. Ils ont fait ce que tout ingénieur fait, ils ont fait de la recherche, ils ont regardé ce qui marchait, ce qui pourrait marcher, ce qui intéressait les clients. Et ça, c'est vraiment l'ADN d'Exotech, c'est pas faire de la robotique pour de la robotique, c'est de faire de la robotique qui va aider les clients. Et ils se sont lancés. Ils se sont lancés en 2015, d'abord à Paris, dans un incubateur, et en 2017, après avoir recruté quelques personnes, avoir une bonne première ébauche de produit, quelque chose qui tenait sur un PowerPoint, mais qui allait marcher, on est arrivé à Lille et on a signé notre premier client, Cdiscount, avec un premier entrepôt dans le sud-ouest, à Cestas, à côté de Bordeaux, qui a fait ses preuves, qui est un vrai système, c'est pas un POC. Il tourne encore aujourd'hui, il fait des vraies commandes pour des vrais clients. Et après, une fois que ce POC a marché, ça a été la croissance qui a débuté, j'en reparlerai plus tard. L'hypercroissance, showroom privé, Cdiscount, Carrefour, Decathlon, Uniqlo, Gap, et on continue à nous développer. Amazon, c'est un client ? Non. Ah, ok, d'accord. Non, Amazon, comme je l'ai dit, ils ont leur propre solution. Mais ils se sont pas dit, il y a peut-être mieux encore que nous, quoi. Alors, ils l'ont bien fait évoluer, leur solution. Ouais, Ça okay. s'appelle plus Kiva, ça s'appelle Amazon Robotics. Et Okay. il y a beaucoup d'entrepôts, y compris en France, qui sont robotisés. C'est une solution qui leur convient très bien. Ils l'ont designé pour eux. Okay. Et donc, non, ils n'ont pas d'intérêt aujourd'hui, peut-être un jour, à aller voir Exotech. Ok, très clair. Alors, et toi, dans l'histoire, t'es arrivé quand ? Alors moi, j'ai rejoint Exotech début 2018. D'accord. À l'époque, il y avait 20 personnes. Et Exotech venait de signer ses premiers clients. Donc, commençait à avoir une certaine sécurité pour se dire, on peut grandir, ça va marcher, on peut recruter, on peut aller chercher des talents. Donc, il n'y avait pas de RH. Et ils ont dit, bon, il nous faut un responsable du recrutement et des ressources humaines. Et donc, vous étiez 20 Et on était 20. Ouais, donc ils ont investi sur la fonction RH tôt. Ouais, parce qu'à 20, rares sont les entreprises qui mettent un budget salaire sur cette fonction. Je pense qu'ils ont une conviction RH forte liée à la culture d'entreprise. Ils savent que c'est important, que c'est stratégique. Et ils l'ont tout de suite dit, surtout sur le recrutement. Si on veut grandir, il nous faut les bonnes personnes au bon moment. Donc le recrutement, c'est stratégique.
Ils voulaient recruter beaucoup, ils avaient essayé des cabinets de recrutement, et ça marche, mais c'était pas suffisant, en tous les cas, pas pour aller à la bonne vitesse. Donc, ils se sont dit, c'est une compétence stratégique, il faut l'internaliser. Ok. On va revenir sur le 2018-2024 et comment en 6 ans, vous êtes passé de 20 à 900. Ouais. Mais avant, toi, ton histoire, Jules, quelle est-elle ? Alors, je suis lyonnais d'origine, je vis dans le Nord aujourd'hui, mais je viens de Lyon, je suis monté dans le Nord il y a plus de 15 ans maintenant. J'ai fait une école de commerce, j'ai cherché, je me suis dit j'allais faire de la finance, j'allais faire du marketing, et finalement ça a été les RH. Et plus précisément, ça a été le recrutement. Un stage où, en fin de stage, on me demande de recruter mon remplaçant. Typique. D'accord. Et c'est la meilleure partie du stage. Et je me dis, mais c'est ça que j'ai envie de faire. C'est énorme ça. C'est la recherche, c'est le sourcing, c'est l'échange, c'est... Ok. Comprendre ce que fait la personne, comprendre ce qu'elle veut faire. Donc après, en fin d'études, je pars en Suisse. Je travaille dans un cabinet de recrutement pour le pharmaceutique et dispositifs médicaux, donc quelque chose de très pointu. Un truc à savoir sur moi, j'adore l'ingénierie, j'adore la technique, je suis un passionné de sciences. D'accord. J'étais juste très mauvais en maths, donc j'ai pas fait d'école d'ingénieur, mais ça me passionne. Donc de recruter des profils techniques, c'est ça te plaît. Je ne veux faire que ça, je pourrais pas recruter des profils... dans des secteurs que je juge pas techniques, donc le pharma, l'ingénierie, j'adore ça. Donc en Suisse, pharmaceutique. Là, il y a du monde en plus. Il y a du monde, marché de l'emploi hyper tendu, il faut aller chercher des profils souvent à l'étranger, donc gros challenge, améliorer son anglais, aller chercher des profils aux États-Unis, dans toute l'Europe. Hyper intéressant. Je remonte dans le Nord, attache personnelle, on va dire. Et là, je reste en cabinet de recrutement, mais dans le secteur de l'oil and gas, donc le pétrolier, le parapétrolier. Donc là, je recrutais soit pour les grands sièges des entreprises pétrolières françaises, soit sur les plateformes pétrolières au large de l'Afrique. Ok, là, pour trouver des personnes qui vont partir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, ils font des rotations, donc sur des métiers hyper pointus, sur des communautés de métiers, c'est vraiment des communautés. Oui, parce que question, on les trouve pas sur LinkedIn, ces gens-là. Alors, peu, en tout cas à l'époque. Mais à l'époque, LinkedIn commençait. Mais on les trouvait peu. Donc il faut se faire connaître, faut qu'ils se parlent entre eux, qu'ils te disent ah mais je connais un tel, contactez-le. Et c'est des métiers techniques. C'est des gens, il faut parler leur langage. Faut leur montrer que t'es pas juste un RH qui les appelle, tu comprends ce qu'ils vont faire, tu réponds à leurs questions, tu connais le projet, tu sais sur quoi ils vont bosser. Tu sais qu'ils vont bosser sur une barge et pas sur une plateforme, et ça c'est les sécure, et ça c'est les rassure, et ça leur permet de se dire ok, en face j'ai quelqu'un qui s'intéresse à mon métier, donc j'ai envie de travailler avec cette personne. Et ça pour moi c'est la base de tout, c'est d'être crédible. Faut surtout pas se dire je maîtrise ton métier, je le maîtrise pas, mais par contre je sais te parler, je sais t'intéresser, je sais répondre à tes questions. Donc ça j'ai fait ça 3 ans. Après, je voulais partir en interne. J'ai dit, les cabinets, c'est bien, mais j'aimerais participer à une aventure entrepreneuriale, j'aimerais aider une société à grandir. Donc là, je pars dans le Pas-de-Calais, dans une PME française qui voulait grossir, qui comptait environ 200 personnes et qui avait beaucoup d'ambition de recrutement, et cherchait une personne en interne pour faire leur recrutement. C'est à l'époque où la fonction de recruteur en interne commençait à prendre de l'importance. On se disait, les cabinets, c'est bien, mais ça commence à être très stratégique pour nous, on aimerait avoir cette fonction en interne. Donc super boîte avec beaucoup de projets techniques très pointus. C'est une PME qui est spécialisée dans la maintenance électromécanique, donc c'est des choses assez pointues. Et ça m'avait intéressé parce que c'est encore de la technique. PME familiale, donc avec des pratiques familiales, du bon et du moins bon, mais hyper formateur. De recruter dans des secteurs assez loin de tout, pas dans les grands bassins, mais en périphérie, pas avec les meilleurs salaires du marché, mais avec une forte culture de boîte, une forte technicité. Donc, extrêmement formateur. Je fais ça 3 ans. Et fin 2017, j'avais envie de plus, j'avais envie de découvrir la fonction RH au-delà du recrutement. Et là, je vois une annonce, responsable recrutement et RH, dans ce sens-là. Je me dis, c'est parfait. Parfait, je veux faire du recrutement, mais je veux monter en compétence sur la fonction RH. Il y a une partie qui te rassure, parce que tu le maîtrises, le métier, et l'autre, j'ai envie d'y aller, quoi. Exactement. Donc, je postule sur LinkedIn, à l'époque. Je suis appelé pas par les fondateurs, mais par le fonds d'investissement. Qui j'ai piloté ce recrutement, parce qu'il était stratégique. Premier échange, hyper sympa. Pas de nouvelles. Le fondateur qui me rappelle, on peut se voir. Ok, pas de souci. Bon, on se voit. On venait d'arriver à Lille. Les locaux étaient en chantier complet. J'arrive. Il me dit, on est un peu en retard, mais va voir les robots. On va te mettre avec un ingénieur. Passionné de technique, moi je vois ça, je fais, mais c'est trop bien. Vous avez des moteurs, c'est du courant continu, c'est du brushless, vous avez des lidars.
Je pense qu'il n'a pas compris. C'est dit le gars, il est RH ou pas? Exactement. Donc, moi, j'ai vu ça, j'ai flashé. Entretien avec les 2 fondateurs, 50 minutes, pas plus long. Et pendant ces 50 minutes, 2 tests techniques. Ah oui. Un, pour savoir, et ça c'est un peu notre dada, est-ce que la personne elle est logique, donc est-ce qu'elle sait utiliser Excel? Heureusement, je savais. Et 2, simulation d'entretien, recruter le CTO qui se met à la place d'un candidat, hyper pratique, hyper direct. 50 minutes, même pas 1 heure, montre en main. Voilà, je sors de là, je fais bon, je ne sais pas. Et heureusement, pour moi, 2 semaines plus tard, il m'appelle, vous avez le poste. Ok. Bon, c'est très direct, c'est très efficace, j'aime. Et donc, banco. Banco. Et là, tu arrives en 2018. Ouais. 20 personnes. Ouais. Pas d'équipe? Tout seul, du coup? Sur la fonction RH? Il y avait un office manager Okay. qui gérait une partie des fonctions RH, Donc, qui est toujours là aujourd'hui, Okay. qui est dans mon équipe aujourd'hui. Mais tout à structurer. Pas de CSE, pas de règlement intérieur. On parle RH, donc je pense que tout le monde sûr, sait. ouais. Il faut tout structurer. Paye externalisé, pas de process de recrutement qui existait parce qu'ils avaient recruté des personnes, mais pas formalisé. Ouais. Tout à construire. Okay. Vraiment, feuille blanche. Et message des fondateurs, c'est ton périmètre. C'est ta petite boîte dans la boîte, donc tu le construis et tu mets en place ce qu'il faut pour nous aider à grandir. Okay. Avec une roadmap très recrutement, puisqu'on était 20, 25 en avril 2018, il fallait finir l'année à 50, donc il fallait faire x2. Et tout seul, bien sûr, tout en structurant la fonction RH. Et à aucun moment je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai fait c'est trop bien. C'est trop bien, c'est ça que je suis venu chercher. Et on est parti comme ça. Et la culture de l'entreprise quand tu es arrivé, on viendra sur ce point-là. Elle était déjà marquée, les fondateurs avaient déjà travaillé ce sujet-là? Oui. D'accord, pour eux c'était important déjà. Poser la question, pourquoi est-ce qu'ils ont recruté un RH aussitôt? Parce que la culture c'est important pour eux. Okay. Parce qu'ils ont défini la culture avant de créer la boîte. Okay. Qu'ils se sont dit c'est quoi nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut dans cette société, qui on veut dans cette société et qui on ne veut pas. Et ça c'est très important et c'est assez différenciant. Dès le début de se dire on recherche pas que des compétences techniques ou un diplôme ou une grande école, on recherche des personnes qui pensent comme nous, pas des clones, mais des personnes avec qui on va pouvoir travailler. J'allais dire, les 50 premières personnes, elles sont vraiment critiques. Ah oui. Parce que l'essence de la culture, c'est les fondateurs qui l'ont. Mais après, comment elle se déploie, comment elle s'enrichit, c'est les premières personnes, et après toutes les personnes qui arrivent, bien sûr. Mais le début, l'essence même de la culture, il se crée là. Donc elle existait déjà, cette culture, et elle s'est construite avec des briques qu'on a rajoutées, des choses qui n'ont jamais changé, des choses qui ont changé, des choses qui se sont ajoutées. On parlera du process de recrutement. Quand je l'ai construit, on a mis de cette culture dedans. Et nos candidats nous disent, votre process de recrutement, il ressemble à la culture de la boîte. C'est simple, c'est pas trop long, il y a des tests techniques, c'est pragmatique, ça va vite. Enfin, on tente de faire en sorte que ça va vite parce que c'est critique, mais ça nous ressemble. Ok. On est en 2024, Jules. Ouais. Tu fais peut-être moins de recrutement, toi? J'en fais plus. Ok, voilà. J'ai mis longtemps à plus en faire. Ouais. En plus, si t'aimes ça, ouais. De la même manière, j'adore ce sujet. Arrêter et se dire, c'est d'autres qui vont le faire. C'est pas toujours simple, effectivement. Je comprends. Et aujourd'hui, c'est quoi ton job? Comment tu le résumerais? Parce que DRH, on sait ce que c'est. Mais comment tu le résumerais, DRH d'Exotech? Alors, DRH d'Exotech, c'est quoi? C'est faire en sorte que Exotech grandisse et continue de grandir parce qu'on a beaucoup d'ambition, mais de manière saine. On appelle ça sustainable growth. Ça, c'est directement lié aussi à une croissance durable. Ouais. C'est croître très vite, c'est assez facile. Dès lors qu'on a les moyens, recruter beaucoup, c'est très facile. Recruter pour recruter, il y a plein de boîtes qui l'ont fait. On l'a vu en 2021, 2022, de plein d'entreprises. Le risque, c'est de cramer ta culture. C'est de cramer ta culture, c'est de cramer tes gens, et t'as pas envie de ça. Donc il faut croître, parce que on a énormément d'opportunités, on a un beau produit, on a un champ des possibles qui est colossal, mais on veut y aller à notre rythme et correctement. Donc on préfère parfois moins recruter, prendre le temps de trouver la bonne personne plutôt qu'aller trop vite. Donc ma fonction, c'est ça, c'est pas que le recrutement, c'est tout, c'est de se dire, on veut croître, on veut se structurer, mais on veut le faire de la bonne manière. On veut pas aller trop vite, et on va vite. On va vite, c'est sûr. On en demande beaucoup, mais on veut pas cramer les gens. Et donc l'organisation, elle doit suivre. Et l'organisation, pour moi, c'est le job des RH. De faire en sorte que toute cette machinerie, on a une boîte d'ingénieurs, c'est des milliers de rouages. Nous, on est le lubrifiant. On est là pour faire en sorte que ça tourne bien,
pour résoudre les petits conflits avant que ça devienne des gros conflits, pour permettre de grossir, d'aller dans un nouveau pays, de recruter de nouvelles personnes, de mettre en place de nouveaux outils, d'adapter les outils existants, d'aider les gens à faire leur boulot. Donc on est là pour les gens, on est là pour faire en sorte qu'ils aient les conditions de travail qui vont bien, qu'ils aient tout ce qu'il faut à leur disposition pour que ça marche. Ok. Question, Jules, autour de la culture, justement, d'Exotech. Quels sont tes tips, tes recettes, ta baguette magique pour faire en sorte que la culture que tu as découvert, toi, quand tu as intégré en 2018, dont tu es garant, alors au même titre que d'autres, mais la fonction RH, on est quand même fortement garant, tu puisses la maintenir avec 900 exo people. D'ailleurs, j'adore ce terme. Et demain, peut-être, vous allez passer le millier forcément à un moment ou à un autre. C'est prévu cette année. Voilà. Donc, ok. On en parlera. Ok. Quels sont tes tips et qu'est-ce qui est pour toi un incontournable pour maintenir cette culture forte que vous avez et différenciante? Alors, je pense que la culture, déjà, il faut savoir la définir. Alors, c'est toujours un vaste sujet de savoir la définir, l'écrire, mais il faut savoir ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. Déjà, c'est le premier truc. Il faut savoir, la culture, quels sont nos marqueurs, qu'est-ce qui est important pour nous. Une fois que vous savez ça, vous dites, la culture, elle vit comment? Elle vit par les gens. Donc, il faut recruter, et je reviens sur le recrutement, mais c'est la base surtout quand on grossit. Il faut faire rentrer des gens qui vont fitter à la culture, en tous les cas, qui ne vont pas la diluer. Forcément, plus vous faites rentrer de personnes, plus vous avez des profils différents, plus tu as des parcours, plus tu as beaucoup de diversité, et cette diversité est bonne et doit être recherchée, mais en même temps, il faut aussi recruter des gens qui vont fitter à cette culture, qui vont l'enrichir, en tous les cas, pas la dénaturer. Et donc, mon tip, c'est de se dire, un bon recrutement, c'est pas que des compétences techniques, c'est pas que des soft skills, c'est quelqu'un qui va pas dénaturer ta culture. Il y a des sociétés, je pense, qui se disent, on va recruter la bonne compétence, la bonne personne au bon moment, elle ne fit pas notre culture, mais c'est pas grave, on a besoin de ses compétences. Ouais. Et non, c'est une erreur, parce que quelqu'un qui est vraiment décalé avec la culture, qui est détracteur net de la culture, il va faire énormément de dégâts. Il va faire des dégâts dans son équipe s'il est manager, ou si elle est manager, et même au sein de la société, il va y avoir une espèce de zone autour de cette personne qui va moins bien. Donc il faut faire attention à la culture, et le meilleur moyen, c'est de savoir ce qu'elle est et qui fit avec. Et alors, comment tu procèdes? Je me suis mis à la place, moi, d'un candidat. Ouais. Je suis allé voir, bien sûr, ton site carrière, ta page welcome, etc. Il y a beaucoup d'infos sur Exotech, mais en même temps, il y a un côté encore un petit peu mystérieux. On voit pas tout, c'est pas évident de tout déterminer en termes de culture quand on est candidat. Donc du coup, quels sont les moyens que tu as, toi, avec tes équipes, pour t'assurer déjà que les gens qui candidatent sont plutôt les bonnes personnes, en tout cas a priori, et surtout ensuite, lors des entretiens d'évaluation ou des tests que vous menez, sécuriser au maximum ce point? Comme je l'ai dit, je pense que le process de recrutement doit refléter la culture de la boîte. Alors quel est-il? Alors, notre process de recrutement, il y a 3 étapes. Il est assez simple. Okay. Première étape, vous échangez avec un membre de l'équipe recrutement pour parler de votre projet, de ce que vous recherchez et de ce qu'on propose. Et là, on se dit, est-ce que ça match ou ça match pas? Et c'est pas un drame, parfois ça matche pas pour plein de choses, mais au moins on se le dit tout de suite. On parle salaire, on coche toutes les cases, mais c'est important de les cocher. Okay. De se dire, est-ce que ça va fitter? Est-ce que ton projet colle avec notre projet? Est-ce que ce qu'on t'apporte, ça t'intéresse? Est-ce que tu proposes, ça fit avec ce qu'on recherche? Ça marche dans les deux sens. Et on y reviendra. Aujourd'hui, c'est vraiment un duel débat d'égal à égal. Ouais. De se dire, OK, ça doit matcher, il n'y a pas d'ascendant particulier, on veut bosser ensemble. Deuxième étape, si ça, c'est passe. Alors, on a une logique très pass ou fail. Donc, dans l'échange, je vais dire beaucoup pass et beaucoup fail. Donc, si passe, on fait ce qu'on appelle des exotests. Encore de l'exo. Un exotest, c'est quoi? Alors, si je dis test technique, les candidats vont dire non, c'est pas un test technique, c'est faux. Effectivement, c'est un mélange de plein de choses. Un exotest, donc déjà, c'est un vrai entretien. C'est pas un QCM en ligne, c'est pas une plateforme. C'est un membre de nos équipes. Tout collaborateur et collaboratrice chez Exotech peut devenir exotesteur. C'est 30 minutes, 30 à 45 minutes maximum. On essaie de pas faire trop long, mais c'est en entretien. Les deux personnes se connectent sur un Teams, partage d'écran, et on donne une tâche à faire à la personne. Souvent, c'est sur Excel parce que c'est simple, que tout le monde le maîtrise un peu. Mais l'idée, ça va pas être forcément de tester des compétences techniques. Alors, même si les développeurs, on leur fait faire du code, même si sur certains métiers, on va essayer de s'adapter au métier.
mais c'est moins d'évaluer les compétences techniques que de voir comment la personne raisonne. Chez Exotech, on défriche beaucoup de choses, on a beaucoup de problèmes à résoudre, techniques, d'organisation, de croissance. On aime bien les personnes qui sont orientées sur des solutions, qui vont pas rester fixées sur le problème, mais qui vont se dire c'est quoi la solution. Donc les exotests visent aussi à évaluer ça. Par exemple, on a un exotest qui s'appelle Anne Hidalgo. Voilà. C'est quoi le sujet de l'exotest ? C'est quoi l'exotest Anne Hidalgo ? C'est énorme ça. Alors, je vais pas le dévoiler parce que tout le monde le saura, Okay. mais l'idée, c'est que la personne se dise pas, mais pourquoi ça Faut garer s'appelle ton Anne SUV Hidalgo dans un parking ? Non. Non. Je plaisante. Pas de politique. L'idée, c'est justement, la personne ne doit pas se focaliser sur le nom. Le nom, volontairement, il est un peu décalé pour voir si la personne, elle se dit, mais je comprends pas pourquoi on me demande ça, ça n'a aucun sens. Il faut pas chercher le sens, c'est il y a un problème, on veut juste que tu dises comment tu le résous. Il y a des personnes qui vont dire, j'ai pas assez d'hypothèses, j'ai pas assez d'informations, il y a des personnes qui vont dire, le problème est stupide, mais bon, si vous voulez que je le résolve, hop, comme ça. Donc c'est plutôt ça qu'on va rechercher. Et tous nos exotests ont cette teinte, cette connotation de j'ai un problème, j'ai une solution, je vais droit au problème, je connais pas tout le contexte, mais j'essaye d'avancer. Ouais. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de voir la logique de la personne, son état d'esprit et comment est-ce qu'elle fonctionne aussi, quoi. Et c'est fou parce que ça... En fait, même la solution qu'elle apporte, en soi... Ah, les résultats, on s'en fiche. Ouais, voilà, c'est pas le sujet, en fait. Il n'y a pas de bons résultats parce qu'on leur donne même pas les hypothèses, c'est eux qui et elles qui les créent. Donc c'est ça aussi qu'on va voir, c'est un mindset. Et ces exotests, on les fait à 100% de nos candidats. Les stagiaires, les CXO, C-level, membres de la direction, tout le monde a fait un exotest. C'est aussi une forme d'équité et les gens se reconnaissent chez Exotech en disant « T'as eu quel exotest, toi ?» Et il n'y a personne qui va dire non, j'ai pas eu d'exotest, tout le monde en a eu un. C'est pas possible. C'est pas possible de rentrer, c'est très discriminant. Alors oui, on a fait des frustrés, des gens, je pense, qui sont brillants, et on s'est coupé à un certain moment de ça, mais ils n'ont pas eu, ils n'ont pas passé cet exotest, donc si almost pass is fail, comme on dit chez nous, donc on a arrêté. Mais c'est aussi un choix culturel. On veut que tout le monde se dise, je suis passé par les mêmes étapes, j'ai gagné, donc j'ai eu le droit d'être ici. Dernière étape, si l'exotest passe, entretien, et là c'est assez classique, avec un manager, avec le responsable du dessus, avec des pairs. Là-dessus, on est moins innovant, mais ça marche quand même bien. Ouais, c'est très clair. Mais c'est intéressant, vous avez un parcours qui est extrêmement cadré, avec des objectifs sur chacune des étapes. Et c'est pas, tiens, rencontre la candidate, le candidat, je le sens pas, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui est... C'est phasé, c'est communiqué en amont, ça doit aller vite, et ça c'est... Vous engagez auprès des candidats, ou c'est un engagement plutôt interne que vous avez de dire, faut y aller, faut qu'on avance, quoi. Sans engagement interne, c'est très difficile de s'engager auprès des candidats parce qu'on maîtrise pas tout. Mais en interne, on se dit, à chaque fois qu'une étape est validée, il y a 48 heures pour initier l'étape suivante. Pas faire tous les entretiens en 48 heures, mais pour au moins lancer. Pourquoi ? Pour que les candidats, dans le process, ils se disent « je sais où j'en suis, je connais la prochaine étape, je ne suis pas perdu, je ne suis pas dans l'attente désespérée d'une nouvelle dans ce process, je sais où je suis ». Et étonnamment, ou pas étonnamment du tout, ça permet de recruter plus vite et plus fort que les autres. Pour moi, le recrutement, de toute façon, il n'y a pas de recette miracle. Pour recruter... soit vous payez plus, mais à un moment, ça a des limites. Soit vous mentez parce que vous voulez dissimuler ce que vous êtes, mais à un moment, ça ne marche plus. Vous augmentez le turnover assez rapidement. Exactement. Soit vous allez vite. Donc on peut payer plus, on peut mentir, mais le plus simple, c'est quand même d'aller vite. Ok, très clair. Rémunération, d'ailleurs, sujet intéressant. Tu sais que la législation va évoluer, qu'il va falloir afficher les rémunérations, en tout cas des fourchettes de rémunération digne de ce nom dans les offres d'emploi. Est-ce que c'est un sujet aujourd'hui de réflexion pour toi, pour tes équipes ? Carrément. Ouais, comment vous envisagez cette évolution législative ? On s'y est préparé parce que effectivement, avoir des grilles de recrutement, c'est indispensable. Nous, on les a jamais formalisées, mais elles existent. C'est-à-dire que j'ai toujours eu pour coutume de dire, si demain l'intégralité des salaires de la boîte fuitait, je serais à l'aise. Oui, ils sont pas publics. Ils sont pas publics. Ils sont pas publics en interne, j'entends. Ils sont pas publics, mais on met beaucoup d'efforts pour avoir une grande équité et pas avoir d'écart qui ne se justifierait pas. Donc c'est pour ça que je dis, demain ça fuite, j'assumerai. Il n'y a pas de souci. Et je vise à un jour qu'on puisse avoir de la transparence, mais ça veut dire d'avoir des grilles parfaites, d'avoir un gros travail qu'on est en train de mener. Et je suis pour cette transparence. Il faut juste bosser un peu avant.
Et à ce sujet, j'encourage mes auditeurs à écouter l'épisode avec Virgile, le fondateur d'une entreprise qui s'appelait Figures, qui vient vraiment sur le sujet de la rémunération et d'une certaine transparence dans la rémunération. Je pense que ce sujet, il est majeur aujourd'hui. Il y a les changements législatifs, il y a les attentes candidats. Il y a un taux d'inflation, alors qui peut-être baisse un petit peu aujourd'hui, mais qui était très fort et qui a perturbé effectivement les NAO, tous les sujets liés autour de la rému. Donc je pense que c'est un sujet effectivement majeur, en tout cas pour aujourd'hui, de pas s'en occuper, c'est pas possible, quoi. Donc soit d'avoir un compte-ben, soit d'avoir des solutions, mais en fait il faut s'en occuper d'une certaine manière. On peut pas le laisser de côté. Non, on peut pas le laisser de côté. Ok. Donc moi je suis recruté. J'arrive chez Exotech. Est-ce qu'il y a un parcours d'intégration? Il y en a un. Est-ce qu'il y a un parcours d'intégration? C'est sûr qu'il y en a un. J'ai aucune inquiétude. Mais est-ce que tu es fier de ton parcours d'intégration? Est-ce que tu te dis, là-dessus, on est bon, on est différenciant? Au contraire, il faut peut-être encore qu'on fasse mieux. Je vise toujours à m'améliorer. Donc, j'ai du mal à dire on est bon, mais je pense qu'on est bon. C'est les gens qui nous le disent, on se sent accueilli. Et ça, c'était un marqueur. Quand je suis arrivé, j'ai dit, il faut un process d'intégration. Pourquoi? Parce que dans toute ma carrière, on m'a toujours dit mon intégration, c'était catastrophique. J'avais pas de bureau, j'avais pas de PC, mon manager était pas là, personne ne savait qui j'étais. Et j'ai dit, ça, on peut pas se le permettre. On peut pas se permettre de faire mauvaise impression quand on a autant d'ambition en termes de recrutement. Donc j'ai dit, on va mettre en place un process et il évoluera. Et ce process, je pense qu'on a la V3 ou la V4. D'accord. L'année dernière, on a lancé ce qu'on appelait les exo-promos. Tu commences à voir les exos un peu partout, là, je pense. L'exo-promo, c'est quoi? C'est on regroupe les arrivées pour pas que les gens se sentent isolés, se disent moi j'arrive un peu au milieu de la semaine tout seul, je sais pas où aller. Là les personnes elles arrivent en groupe, en promo qui font entre 20 et je crois qu'on a fait 60 personnes au maximum, 2 fois par mois. Et les exo-promos elles ont un nom, elles ont un parrain ou une marraine et on essaye de créer ces communautés d'arrivants parce que contrairement au début où on accueillait chaque nouvel arrivant très fortement, et c'est facile quand on est 20. Aujourd'hui, c'est plus possible de le faire comme ça, mais on veut quand même que l'arrivée, ça soit un événement. Donc on s'est dit, si on peut pas le faire individuellement, on va faire des groupes, on va faire des promos, on va montrer aux gens qui nous rejoignent qu'ils sont tout aussi importants que les personnes qui arrivaient quand on était 20. Et en plus, vous n'avez pas que Lille, parce que tu as parlé de Lille, mais aujourd'hui, vous êtes présent dans plus de villes qu'une en France, et aussi le pays. Exactement. Alors, Exotech, on est allé à l'étranger très très vite par rapport à la jeunesse de la compagnie. Oui, puis à la moyenne des cultures des boîtes françaises qui attendent un peu. Qui attendent un peu, ouais. Alors nous, on s'était dit un peu comme toutes les boîtes françaises, je pense. On s'était dit, on va faire l'Europe, puis après on va faire les États-Unis, et puis un jour on ira en Asie. Pas du tout. En 2019, on rencontre sur un salon logistique le groupe Fast Retailing, qui est la maison mère de marques comme Uniqlo ou Comptoir des Cotonniers. D'accord, quand tu me connais. Quelque chose d'assez conséquent. Ils viennent voir notre système et disent ça nous intéresse, on voudrait poursuivre les échanges. On écoute d'une oreille attentive, mais on se dit est-ce que c'est sérieux? Oui, c'était très sérieux. Fin 2019, on signe un partenariat cadre avec eux. Et là, on est en février 2020. Février 2020, on se dit ils ont signé un système à déployer à Kobe au Japon. On doit envoyer des gens. Et il y a un petit truc qui arrive, qui s'appelle le Covid. Et le mois suivant, on dit, les 5 ingénieurs qu'on devait envoyer au Japon pour déployer le système, on peut pas les envoyer. Par contre, notre client japonais, il compte pas attendre. Donc, comment on fait? Donc là, on se dit, on n'avait pas prévu d'ouvrir le Japon, on va ouvrir le Japon. On va ouvrir une filiale, on va recruter sur place. Des Japonais. Des Japonais ou des... Parce qu'ils avaient fermé leurs frontières, le Japon. Totalement. C'est-à-dire qu'après quelques mois, les Japonais avaient le droit de sortir du Japon, mais les étrangers n'avaient pas le droit d'y rentrer. Donc on a commencé à recruter à distance, à faire venir les gens pour les former, puis à les renvoyer au Japon, à déployer le système à distance, en partie, avec des équipes software qui travaillaient de minuit à 1h du matin pour aider les clients. Et c'est comme ça qu'on a ouvert le Japon, alors que c'était pas sur la roadmap, mais on l'a fait. Parce qu'on a des équipes qui étaient investies, parce qu'on a des équipes qui sont données à 100% pour faire en sorte que ce qu'on a promis aux clients soit délivré. Et après, on a reçu notre petit cheminement, on a ouvert l'Allemagne, on a ouvert les États-Unis, mais ouais, le Japon, c'était un sacré morceau. Ok, très très clair. Vous ouvrez Lyon, d'ailleurs, j'ai vu ça sur LinkedIn assez récemment. On a ouvert en janvier. Ouais. Pourquoi vous ouvrez Lyon? Pour recruter. D'accord.
Parce que tu recrutes à Lille. On recrute à Lille, on recrute, comme je le disais, à Munich, à Atlanta, à Tokyo. Faut savoir qu'on fabrique nos robots en France. Ils sont fabriqués à Croix, à côté de dans notre siège, parce qu'on a un siège qui regroupe des fonctions siège et de la production. Donc Made in France. Made in France, 100%. On fait notre R&D aussi à Croix, à côté de la production. Et ça, c'est vraiment un trait culturel. On veut que les personnes qui pensent les solutions, les produits soient à côté des personnes qui les fabriquent, pour que les allers-retours soient le plus rapides, pour que les itérations soient le plus rapides. Et ça, c'est l'ADN de Exotech. Et donc, par rapport à la French Tech, parce qu'on est French Tech, on est dans le Next 40, on est une licorne, dans cet écosystème-là, on est industriel. On ne fait pas des solutions digitales, on ne fait pas que du software, on fait aussi énormément de hardware. Et donc, ça veut dire qu'on a des gens qui ont besoin d'être au contact du hardware, qui ont besoin d'être sur place, au bureau, sur un site technique, sur un site client. Donc, quand on veut grossir et plus recruter, à un moment, le télétravail est une option, mais dans notre cas, ne permet pas de recruter des talents partout. À un moment, il faut un bureau physique pour avoir des robots qui sont là. Donc, on s'est dit, OK, on doit recruter plus. Le bassin du Nord, ça marche très bien. C'est un très bel écosystème, une très belle région, mais on ne pourra pas grossir autant qu'on veut. Parce que nos objectifs de recrutement, c'est plusieurs centaines par an. Donc, à un moment, sur des profils d'ingénieurs, vous atteignez les limites. Les écoles d'ingé, au bout d'un moment, c'est ça. Même si vous arrivez à faire venir sur l'île, tu vas faire venir non plus tout le monde sur l'île. Exactement. Donc, on s'est dit, on va ouvrir d'autres bureaux, on va aller dans d'autres bassins d'emploi, on va aller chercher d'autres profils pour compléter nos équipes, pour enrichir notre culture, tout simplement, et pour recruter plus. Et donc là, on a évalué toutes nos options, en France, à l'étranger, Paris, province. Et là, process d'ingénieur Exotech, on fait ce qu'on appelle des TDR. Le TDR, c'est un meeting chez Exotech qui est purement destiné à prendre une décision avec des analyses, des données d'entrée, des discussions et une solution à la fin. La solution à la fin, c'est on va à Lyon. Donc ça, c'était en août 2023. Et donc, on a ouvert les bureaux. Alors, l'inauguration, c'était en janvier, mais on a ouvert dès décembre. D'accord, OK. Donc, ça a pris 3 mois pour tout ouvrir. Parce qu'on se dit, bon, on va recruter, donc autant commencer tout de suite. Donc là, il y a un peu moins d'une dizaine de personnes qui sont à Lyon. Et on vise à moyen terme une 50aine de personnes. D'accord. Tu vas peut-être mettre quelqu'un de ton équipe RH quand ça sera nécessaire, tout à fait. Peut-être pas aujourd'hui, mais effectivement dans le futur. Comme on a fait dans nos business units à l'étranger, quand on atteint généralement une vingtaine de personnes, il y a une ou un RH qui est recruté. D'accord. Parce que c'est un peu notre seuil. On se dit, au-delà d'une vingtaine de personnes, un groupe humain de base a besoin d'avoir une personne qui est dédiée à eux. D'accord. Et à elles. Et qui toutes ces personnes te sont rattachées. Oui, tout à fait. OK. Ouais, donc tu commences à avoir toi une équipe qui grandit, des problématiques variées aussi selon les pays, j'imagine. Exactement, il y a une énorme entre le législatif, le culturel, etc., il y a énormément de particularités. J'imagine au Japon, on est quand même très très loin du fonctionnement franco-français. Mais c'est important de s'entourer, d'avoir des relais locaux. J'ai commencé tout seul chez Exotech, mais très rapidement j'ai recruté une équipe, une formidable équipe. Petite dédicace à mon équipe d'ailleurs. Aujourd'hui on est un peu moins de 40 et surtout j'ai des personnes dans tous les pays. J'ai 3 personnes aux États-Unis, 3 personnes en Allemagne, au Japon également. Et c'est important d'être au plus près des équipes, de ne pas essayer d'être dans une tour d'ivoire RH, qui est parfois un peu le reproche qu'on peut faire, mais d'être au contact, d'être là pour aider les équipes à avancer, à faire leur métier. Ok. On a parlé du recrutement, on a parlé de l'intégration. Il y a énormément de sujets qu'on pourrait aborder. J'ai envie de finir en tout cas de parler de la fidélisation des collaborateurs. Déjà, t'es quand même dans des métiers où les profils sont quand même hyper recherchés, hyper pénuriques. Tu dois avoir un turnover important. Comment tu... Non, tu me trompes? Non, on n'a pas un turnover si important que ça. On est bien en deçà des standards du marché de la tech. D'accord. Largement. Bien sûr, il y a des mouvements et je pense que c'est sain pour une organisation. Mais les profils notamment les profils historiques sont toujours là. Les 50 premiers, par exemple, tu arrives à mesurer un peu le pour l'écrasante majorité, ils sont toujours là. Donc c'est un signe. Et comment on fait? Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est de donner du sens. Et le sens, c'est pas un sens métaphysique. Il faut que ça coche toutes les cases de ça aide la société, ça mène moi. Il faut que ça donne du sens, le sens que les personnes attendent. Ce que les personnes vont chercher dans ta société, il faut qu'elles le retrouvent. Et nous, ce qu'elles vont chercher chez Exotech, c'est à la fois un challenge technique, c'est de travailler sur des choses peu communes, faire de la robotique en France, fabriquer en France, exporter des robots au Japon, c'est quelque chose de pas commun. On aurait imaginé plutôt l'inverse. Exactement. Travailler sur du concret, ça c'est ce que les ingénieurs me disent beaucoup. Mais je viens chez Exotech, je suis développeur, mais je viens chez Exotech parce que le produit, je le vois.
Le produit, je peux le toucher, il est concret. Quand j'améliore un fonctionnement du robot, je sais que le robot, sur un site client, il va mieux marcher. Et ça, ce concret-là, cette notion physique qu'a le hardware, qu'a l'industrie au sens large, c'est quelque chose d'assez unique, en tous les cas chez Exotech, et c'est ce que les personnes vont chercher. Et après, je pense qu'il faut donner, au-delà du sens, il faut donner du sens au métier, donc de l'autonomie, des responsabilités, peu importe l'âge, bien sûr en proportion de l'expérience, mais peu importe l'âge, un environnement de travail qui donne envie d'aller au bureau. Ouais. Ça, c'est hyper important. Ouais, parce qu'en plus, vous faites pas de full remote. Non. C'est pas la culture. Pas du tout. Puis c'est peut-être difficile, effectivement. Ouais, alors, le full remote, sur certains métiers, ça marche très bien. Ouais. Je pense que les gens disent, est-ce que le télétravail, c'est bien ou pas bien? C'est pas du tout la question. Le télétravail, c'est un mode d'organisation du travail. Moi, j'ai donné la définition, c'est un mode d'organisation du travail. Et l'organisation du travail, elle dépend de la boîte. Elle dépend de la culture, des produits, de plein de choses. Nous, notre organisation, on a des produits qui sont physiques, on fait du hardware. Donc, bien sûr qu'on fait du télétravail parce que c'est un merveilleux outil de flexibilité, mais ça peut pas être notre norme d'organisation chez nous. Donc, là encore, c'est une question de balance. Donc, il y a des métiers où il n'y a pas de télétravail et c'est clair. Et c'est clair. Et par contre, c'est pas la personne. C'est-à-dire qu'on a défini. Ouais. Il y a des métiers, il n'y a pas de télétravail. Personne ne peut en faire. C'est pas la tête du client. Ça, je pense que aussi c'est important, c'est de dire les règles, parfois, elles peuvent être bien ou mal comprises, mais en tous les cas, ça doit être les mêmes. Ok. C'est quoi tes priorités maintenant en matière de développement RH? Parce que vous grandissez, vous allez dans de plus en plus de pays. Toi, ton équipe, elle grandit avec, forcément. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi tes priorités, clairement, sur la partie Dev RH? C'est justement le DevRH, c'est de donner, quand on parle de donner du sens, c'est pas à l'instant T, c'est aussi sur le long terme. C'est créer des carrières, créer des parcours, c'est faire en sorte qu'une personne qui est arrivée il y a 5 ans, qui chez nous est un vieux de la vieille, de lui donner du sens et de dire t'as fait plein de choses, c'est super, mais tu peux faire encore plus. Voilà une perspective de carrière. Et c'est plus forcément les plans de carrière à l'ancienne où tu vas passer tel échelon puis tel échelon. C'est on te donne une carte, une boussole, et après tu navigues dans l'organisation, mais on donne tous les outils pour évoluer en interne selon ce que tu as envie de faire. Donc pour nous, les parcours de carrière, c'est ce qu'on appelle les parcours un peu verticaux, où tu prends de plus en plus de responsabilités, mais c'est aussi ultra horizontal, où tu passes d'une équipe à une autre, où tu vas voir autre chose, où tu fais un autre métier dans une autre équipe, dans un autre pays, mais c'est un chemin. C'est un chemin, c'est pas une ligne droite, et encore moins verticale, c'est t'essayes plein de trucs. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant, c'est de se dire Exotech va t'accompagner, tu vas pouvoir grandir, mais tu es le maître de ton propre destin, et donc on va te donner les outils, mais à un moment, il faut te dire où tu veux aller, et on va t'accompagner. Et ce sujet de la mobilité interne, il n'est pas simple quand on grandit, parce que pas du tout. Il y a de plus en plus, effectivement, vous êtes 900, donc des compétences très variées, des qualités humaines très variées chez toutes ces personnes, des volontés, des envies très variées, de métiers, de géographie, de management, d'expertise, etc. Comment est-ce que toi, avec tes équipes, vous arrivez à accompagner ces collaborateurs? Vous avez des outils pour ça? Vous avez vu que vous êtes super fort en Excel, vous avez des super fichiers Excel pour piloter les datas qui sortent des échanges et d'entretiens annuels ou autres? Je pense qu'on n'est pas encore dans une taille où on a besoin absolument d'un outil pour le faire. Okay. Je pense qu'on a besoin d'être proche des équipes. Pour sentir, pour écouter, pour se dire j'ai entendu que telle personne, je l'ai discuté, elle a envie de faire autre chose. Elle travaille comme ingénieure, mais elle aimerait essayer chef de projet. Est-ce qu'il y a une place dans la boîte? On discute beaucoup entre nous là-dessus. Donc peut-être que c'est pas scalable et sans doute il faudra un outil à terme. Mais aujourd'hui, ça passe beaucoup par être à proximité, connaître très bien ton organisation. Et ça, c'est ce que je dis à mes équipes. Maîtriser votre orga, les gens qui travaillent. C'est comme le recrutement. Il faut pas faire le métier à la place des gens, mais il faut savoir comment ils le font. Comment les personnes travaillent, qu'est-ce qui les drive au quotidien. Parce que quand vous connaissez ça, vous dites elle aime ça, je vais lui faire ça dans tel pays, et c'est pas je vais lui faire, c'est je vais lui parler de ça, et lui dire ça m'intéresse pas. Et une fois qu'il y a un intérêt, on le nourrit, on facilite. Je parlais d'être un lubrifiant en interne, ça veut dire ok, t'aimerais faire ça, moi je vais te donner toutes les infos pour t'aider à prendre ta décision. Et sur le learning, sur la formation, pareil. Vous les accompagnez, vous leur donnez effectivement des outils, des moyens pour... On est à la fois en réaction, en disant t'as un besoin de formation, on va le satisfaire, et puis on les forme beaucoup en disant il y a des parcours obligatoires, il y a des choses que tu dois savoir. Et donc ça c'est très important, surtout en industrie. On parle de sécurité par exemple,
tu recrutes un jeune ingénieur qui a jamais bossé en industrie, il faut le former à la sécurité, parce que, comme on le dit en rigolant, mais c'est pas drôle, les robots peuvent tuer. La SF nous l'a montré. Donc c'est important aussi. Dans la formation, il y a du développement, mais il y a des choses qui sont propres à la carrière, à leur poste, et ça c'est important que les gens soient formés dessus. Ok. Mais vous l'accompagnez, ce plan de formation ou... Ouais, on le pilote directement. Ouais, ok. Avec les managers, on le fait pas dans notre coin. C'est pas parce que je vois des tendances, moi, dans les entreprises où, quelque part, tes collabs, tiens, regarde, il y a une plateforme en ligne, puis va piocher, puis fais ta vie, quoi. Je pense qu'il faut une partie de ça. D'accord. Pour que, quand on dit, notre motto, c'est You drive your own career, ça, forcément, il faut que les personnes se saisissent de cela. Okay. On peut pas faire à la place d'eux, mais en même temps, il faut aussi leur donner une direction et leur dire ça c'est important, ça tu peux décider de le faire ou pas, mais ça tu dois le faire. Ok. Donc c'est un équilibre. Et j'ai envie de prendre le sujet du moment, en tout cas qui est dans toutes les bouches, qui est l'IA. Ouais. Vous accompagnez vos collaborateurs à cette révolution, je dirais tous vos collaborateurs à cette révolution. Quel choix vous avez fait par rapport aux outils d'IA qui existent aujourd'hui? Je pense qu'on en est qu'aux prémices de l'IA. Ouais. Donc là, on est plutôt dans une phase on écoute, on regarde, on voit sur quoi on peut l'implémenter, sur quoi c'est suffisamment mûr pour l'implémenter, sur quoi il faut encore attendre un peu. Donc on observe. Bien sûr, on a des projets où on parle d'IA, on parle d'outils propulsés par l'IA, pour le traduire en mots français. Mais on est encore en train de voir comment ça peut impacter. Moi, en RH, par exemple, comment ça peut impacter. Je pense que le recrutement, c'est un terrain de jeu incroyable pour des solutions IA. Sur le marché, j'en vois pas encore qui t'ont pas bluffé aujourd'hui. Ouais, qui sont révolutionnaires. Ouais. Et je pense que j'ai des grosses attentes parce que je pense que l'IA peut vraiment faire un truc énorme dans le recrutement. Mais j'attends de voir un peu la solution. Et je pense que quelqu'un qui travaille dessus, qui a la bonne solution, il va bien marcher. Ouais. On l'utilise, je pense que comme tout le monde, on utilise l'IA générative, du chat GPT pour pas le citer, sur du rédactionnel, pas sur du juridique, on le fait pas encore, mais tu rédiges des fiches de poste, des choses comme ça. Ouais. Pourquoi le faire toi-même? T'as une IA qui le fait encore mieux. Donc on commence à l'utiliser à un petit niveau. D'accord. La next step, comme je te le disais, ce sera des outils qui sont vraiment propulsés par l'IA. Et c'est pas du marketing, mais c'est vrai. Mais ça, je les attends encore un peu. D'accord. Donc ouvert, mais je pense que clairement. tu peux pas te fermer. Non. Il va y avoir une phase un peu comme de ruée vers l'or, où il y aura tout, il faudra faire le tri. Oui. Mais il y a des acteurs qui vont apparaître, et je pense qu'ils vont révolutionner le game dans le recrutement. C'est clair que sur l'IA générative et en particulier LinkedIn, LinkedIn appartient à Microsoft, Microsoft est propriétaire à 49% d'OpenAI. Voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études sur le sourcing, on est vraiment à quelques mois, je pense, d'un produit abouti. Toi, tu as dû faire du booléen, j'imagine, à une époque, comme moi j'en ai fait. Bon, je pense qu'on va en faire de moins en moins, normalement. Non, normalement, on n'est plus censé en faire, et on est juste censé dire, je recherche ça, il y a qui sur le marché. Ça, je pense que on est vraiment pas loin. Ouais, en plus en lien avec les soft skills, où là, on peut aller chercher aussi. Et je pense que en tout cas, moi, ça c'est une conviction. Je pense que l'IA peut permettre aussi peut-être plus d'inclusion, de diversité. Il faut pas l'IA normalement la puissance n'a pas un humain. L'humain va à la fin retomber dans ses travers de diplômes, d'origine, de parcours très stéréotypés, très similaires, parce que nous sommes bêtes, donc on regarde la même chose, ou flemmard, peu importe. L'IA doit effectivement nous permettre, et je le crois aussi, d'aller plus loin, de détecter des choses qui ne sont pas perceptibles pour nous. Comme dans la médecine, l'IA détecte des cancers qui ne sont pas visibles par les humains. Normalement, ça doit nous permettre de découvrir des talents qui ne sont pas visibles. Ok, très clair. Le temps tourne, Jules. Oui. Est-ce qu'il y a des questions que je t'ai pas posées que tu aurais aimé que je te pose? Ou une question, un sujet que j'aurais pas abordé, tu te dis, tiens là, j'ai envie d'en parler, c'est important pour moi. J'ai envie de parler de ma profession quand même. Ouais. Je pense qu'il y a eu le Covid l'a exacerbé comme beaucoup de choses, mais j'ai vraiment senti dans ma carrière, elle n'est pas si longue que ça, mais j'ai quand même senti une évolution, que la fonction RH, elle gagne de plus en plus des galons stratégiques, que la vision des RH, et je pense que c'était celle de nos fondateurs qui avaient peut-être compris ça avant, elle est stratégique, elle doit être intégrée dans la stratégie d'entreprise. Et aujourd'hui, une boîte qui veut se développer ne peut plus faire l'impasse sur une fonction RH au même niveau que les autres fonctions, que les fonctions commerciales et financières. Et ça, on y arrive, et c'est très bien. C'est un peu tard, mais c'est un vrai changement, et je pense que ça va dans la bonne direction. Ouais, c'est clair, je vois encore, moi, des DRH
hommes ou femmes, qui sont pas au CODIR ou COMEX de boîte. Ça, c'est un marqueur fort. C'est juste pas possible, quoi. Rattaché au DAF, donc c'est très bien, j'aime bien les DAF aussi, hein. Mais à un moment, voilà, on peut pas avoir un DRH ou une DRH rattaché à un DAF qui est lui-même rattaché à un DGA, qui est lui-même rattaché à un DG. Enfin, je vois des trucs pas possibles. Et dans des boîtes qui sont plus petites que les tiennes, en effectif. Donc c'est pas possible. Enfin voilà. Non, en effet. J'ai commencé à rattacher à première DAF d'Exotech, que je salue. Mais ça se justifie à l'époque. Oui, mais à l'époque, c'était tout petit, donc exactement. C'est différent. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je suis d'accord avec toi que passer une certaine taille, non, c'est une fonction stratégique. Il n'y a même pas besoin de le prouver, et ça doit l'être. Ok. Est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter qui t'est arrivée avec un collaborateur, un candidat, un fournisseur, enfin quelque chose qui t'a marqué sur un sujet plus léger, tu vois. J'en ai parlé, moi, c'était vraiment mon entretien chez Exotech. C'est vraiment en lien, je le dis souvent en rigolant, j'avais pas signé pour ça. En fait, en arrivant, en voyant tout ça, j'avais dit, c'est trop bien, j'ai envie d'en faire partie, mais à aucun moment, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes chez nous, à aucun moment on s'était dit, ça va prendre cette dimension-là. Oui, 6 ans après d'avoir une équipe de 40, on te l'avait pas vendu à l'entretien. Non, clairement pas, non. Donc, je m'étais pas préparé à ça. Mais d'un autre côté, j'ai pas eu besoin de me préparer, c'est venu avec la croissance d'Exotech. Jamais à un moment, je me suis dit, mais ça va trop vite. On croit avec la boîte. Et c'est ça qui rend l'aventure incroyable. Elle est vraiment dingue dans le monde RH, elle est rare, en tout cas. Ouais. Elle est rare. Qui tu me suggérais d'interviewer sur ce podcast ? Est-ce qu'il y a des personnes dans l'univers RH, qui peuvent du côté fournisseur de solutions ou en exercice. J'en avais une en tête, mais tu l'as déjà interviewé. C'était qui est Maud Grenier. Oui, ok. Avec qui j'ai échangé au tout début de ma carrière chez Exotech, parce qu'elle venait de rejoindre une boîte similaire. D'accord, avec le même rôle, donc je la salue. Voilà, non, c'est cette personne que j'ai en tête. Ouais, bah écoutez, je vous propose de réécouter ou d'écouter cet épisode avec Maud, effectivement, qui parle de la fonction RH et de la nécessité d'oser prendre la parole quand on est RH, que ce soit sur un réseau social professionnel type LinkedIn ou pourquoi pas sur un podcast. J'ai encore moi beaucoup d'invités que je sollicite pour des podcasts qui me disent non mais moi j'ai rien à dire, mais c'est pas possible, ça fait 15 ans que t'es DRH, t'as plein de trucs à raconter. Et mais il y a des fois cette il y a une certaine humilité de se dire j'ai pas trop envie d'en parler, alors que si on a plein de choses à dire, un fort rôle à jouer. Voilà, et de faire connaître la profession, de l'expliquer, expliquer ses différents métiers. T'écoutes des podcasts sinon ? Quelques-uns, ouais. Alors j'écoute surtout sur la science et la technique, parce que j'aime bien ça. Il y en a un que j'aime bien qui s'appelle 7ème Science. D'accord. Qui fait le lien entre la science et les films. Qui part d'un film, qui part d'un pitch et dit soit est-ce que c'est possible ou c'est quoi la science derrière ça. D'accord, intéressant. Ok. Et pareil, livre ou série tu lis ? Ouais, je lis beaucoup. T'es plus revue, t'es plus... Non, je suis plus livre, mais j'aime bien l'histoire, j'aime bien la science, donc je me concentre. Tu restes Tu lis pas des bouquins RH, quoi ? Ah non. D'accord. Ah non. Stop. Alors, je me documente côté RH, mais je vais pas lire des livres RH. Non. Pas sur... Je suis en veille, j'écoute des acteurs et des actrices du monde RH, quelques podcasts de temps en temps, mais je vais pas lire un livre RH. Le soir, j'ai envie de passer à autre chose. T'as envie de passer à autre chose quand même, ouais. Ok. Si on a besoin de te contacter, Jules ? LinkedIn. Vraiment ? Ouais, c'est vraiment le vrai Jules qui répond ? Ouais. Ok. Non, c'est mon LinkedIn, je réponds vite. J'aime bien LinkedIn. Je pense que c'est un formidable outil pour recruter, mais pas que. Oui. Donc, ajoutez-moi sur LinkedIn. Ok. Bah écoute, un grand merci, Jules. Merci pour ton temps, pour ta dispo, pour ta transparence. Moi, j'ai adoré et j'aurais tellement aimé être DRH d'Exotech comme toi. Tu peux pas imaginer. En bon ingénieur que je suis d'origine. Mais en tout cas, j'ai passé un superbe moment. J'espère que c'est le cas pour toi et j'espère que c'est aussi le cas pour vous surtout. Pareillement. Merci beaucoup pour l'invitation et l'échange. Je t'en prie. À bientôt. Merci à tout le monde. Merci. À bientôt. Au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.